30 000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de nombreuses puissances réunies, et pourtant, ce bloc est en train de se structurer sans les États-Unis. Pas dans le bruit, pas dans une déclaration spectaculaire, mais dans une recomposition silencieuse. Sommes-nous en train d'assister à un basculement historique de l'ordre économique mondial? On décrypte. Un chiffre qui change la perspective 30 000 milliards. Prenons une seconde. Arrêtons-nous sur ce chiffre, parce qu'il ne s'agit pas d'une statistique abstraite. Il s'agit d'un poids économique capable de redessiner les équilibres mondiaux. 30 000 milliards de dollars, c'est plus que le PIB cumulé de nombreuses grandes puissances. C'est une masse critique, un seuil à partir duquel un groupe d'États ne subit plus les règles, il peut commencer à les écrire. Dans l'économie mondiale, la taille compte, la taille détermine, le pouvoir de négociation, la capacité d'imposer des normes, l'influence sur les marchés financiers, le contrôle des chaînes d'approvisionnement. Quand un bloc atteint cette dimension, il devient un centre de gravité. Et les autres doivent s'adapter. Ce chiffre change la perspective pour une raison simple. Il transforme une coopération régionale en puissance systémique. Ce n'est plus une alliance secondaire. Ce n'est plus un accord commercial parmi d'autres. C'est une architecture, une structure capable d'exister par elle-même. Dans l'histoire économique, les basculements se produisent rarement dans le bruit. Ils se produisent quand la masse critique est atteinte, quand l'addition des économies devient suffisamment forte pour créer un marché intérieur puissant, quand les flux internes compensent les dépendances extérieures, et 30 000 milliards, c'est précisément ce seuil. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie qu'un tel bloc peut absorber des chocs externes, résister à des pressions financières, négocier d'égal à égal, attirer des partenaires. La taille offre une forme de protection. Et surtout, elle offre de l'autonomie. Autre élément crucial, l'effet d'attraction. Un bloc économique de cette ampleur devient magnétique. Les entreprises veulent y accéder. Les investisseurs veulent y entrer. Les États tiers veulent s'y associer. Et progressivement, cela modifie les flux globaux. Mais le plus important, c'est la perception. Pendant des décennies, le centre économique mondial semblait clairement identifié. Aujourd'hui, ce chiffre suggère autre chose, une redistribution, une multipolarité économique assumée. Un monde où plusieurs pôles peuvent coexister à très haut niveau. Et dans un monde multipolaire, l'équilibre devient plus complexe, plus stratégique, plus fragile aussi. Parce que quand plusieurs blocs atteignent une masse comparable, le rapport de force devient permanent. Voilà pourquoi ce chiffre change la perspective. Il ne s'agit pas simplement de croissance, il s'agit de puissance. Et lorsque la puissance se concentre ailleurs, l'ordre mondial commence à évoluer, lentement, mais profondément. Une recomposition silencieuse. Ce qui est le plus frappant, ce n'est pas une annonce spectaculaire, ce n'est pas une rupture officielle, c'est le silence. Parce que les grands basculements ne commencent pas toujours par un fracas, ils commencent par des ajustements, discrets, techniques, presque invisibles. Depuis plusieurs années, le monde ne rompt pas brutalement avec l'ordre existant. Il le contourne. Accords commerciaux renforcés entre pays émergents, institutions financières régionales consolidées, mécanismes de paiement alternatifs, coopération énergétique bilatérale. Tout cela ne fait pas la une. Mais mis bout à bout, cela construit une architecture. Ce n'est pas une révolution, c'est une recomposition, lente, stratégique, calculée. Les États cherchent à réduire leur vulnérabilité, à diversifier leurs partenaires, à limiter leur exposition aux pressions extérieures. Ce n'est pas une déclaration de guerre économique, c'est une stratégie d'autonomie, et c'est précisément ce qui rend le mouvement puissant. Une rupture ouverte provoque des réactions immédiates, des tensions, des sanctions. Une recomposition silencieuse, elle, avance sans confrontation directe, elle se structure à bas bruit. Et quand on réalise qu'elle existe, elle est déjà solide. Regardons les signaux. Des échanges en monnaie locale plutôt qu'en dollars, des corridors commerciaux alternatifs, des projets d'infrastructures transrégionaux, des organisations régionales élargies. Aucune de ces initiatives n'est spectaculaire isolément, mais ensemble, elles redessinent les flux. C'est un changement de méthode. On ne quitte pas le système mondial. On crée des options, on ajoute des piliers, on construit des filets de sécurité et plus ces options se multiplient, plus la dépendance à un seul centre diminue. Cette recomposition est aussi psychologique. Pendant des décennies, l'idée dominante était celle d'un monde unipolaire économiquement. Aujourd'hui, l'idée même d'alternative devient crédible. Et en géopolitique, la crédibilité change tout. Quand une alternative devient viable, elle attire. Quand elle attire, elle grandit. Mais attention, silencieuse ne veut pas dire faible. Au contraire, les transformations les plus profondes sont souvent les moins bruyantes. Elles ne cherchent pas la confrontation, elles cherchent la solidité.
Et si cette recomposition atteint la masse critique, alors elle ne sera plus invisible. Elle deviendra la nouvelle norme. Pas une rupture brutale, mais un déplacement progressif du centre de gravité. Et c'est précisément cela qui la rend stratégique, parce qu'un monde qui se recompose sans éclat peut changer durablement l'équilibre global. Pourquoi sans les États-Unis? C'est la question centrale. Pourquoi structurer un bloc économique de 30 000 milliards sans les États-Unis? Est-ce un rejet, une rupture, un affront ou quelque chose de plus stratégique? D'abord, il faut sortir de l'idée du face-à-face. Ce n'est pas forcément contre Washington. C'est souvent sans dépendre exclusivement de Washington. La nuance est importante. Depuis des décennies, l'économie mondiale est profondément connectée aux États-Unis. Le dollar domine les transactions. Les marchés financiers américains influencent les flux globaux. Les décisions politiques à Washington ont un impact international immédiat, mais cette centralité crée aussi une vulnérabilité. Pour de nombreux pays, la question est simple. Que se passe-t-il si l'accès au système dominant devient incertain? Sanctions, tensions diplomatiques, conflits commerciaux, instabilité politique. Dans un monde plus fragmenté, la dépendance devient un risque stratégique. Construire un bloc sans les États-Unis, ce n'est pas nécessairement exclure, c'est créer une assurance, une capacité à fonctionner même si les relations se tendent, une autonomie relative, un plan B crédible. Il y a aussi une dimension politique. Le monde n'est plus unipolaire, de nouvelles puissances économiques ont émergé, des marchés intérieurs gigantesques, des classes moyennes en expansion, des centres financiers régionaux dynamiques. Ces acteurs estiment désormais avoir la masse critique pour coopérer entre eux à très haut niveau, sans médiation systématique américaine. Autre élément, la question du dollar. Lorsque la monnaie dominante est aussi l'instrument d'influence d'une puissance, certains États cherchent à réduire leur exposition. Accords en monnaie locale, banques de développement alternatives, systèmes de paiement régionaux, ce n'est pas une révolution monétaire, mais c'est une diversification stratégique. Il y a également le facteur commercial. Les chaînes d'approvisionnement ont montré leur fragilité. Pandémie, tensions géopolitiques, conflits commerciaux. Diversifier les partenaires devient une nécessité. Et parfois, cela signifie structurer des accords où Washington n'est pas au centre. Enfin, il y a la logique d'équilibre. Dans les relations internationales, l'histoire montre que lorsqu'un pôle est dominant, d'autres cherchent naturellement à équilibrer. Pas forcément pour l'affronter, mais pour éviter une dépendance excessive. C'est un réflexe géopolitique classique. Alors pourquoi sans les États-Unis? Parce que le monde évolue vers une multipolarité économique, parce que l'autonomie stratégique devient une priorité, parce que la diversification est perçue comme une protection. Ce n'est pas forcément un divorce, mais c'est un signal que le centre de gravité économique n'est plus unique. Et dans un système où plusieurs pôles coexistent, l'équilibre devient plus complexe, plus stratégique et potentiellement plus instable. Depuis plus de 70 ans, le dollar est au cœur du système mondial. Commerce international, réserve de état de change, transactions énergétiques, marché financier. Le billet vert n'est pas seulement une monnaie, c'est une infrastructure. Concrètement, cela signifie quoi? Cela signifie que la majorité des échanges mondiaux sont libellés en dollars, que les banques centrales stockent massivement des dollars, que les matières premières stratégiques, comme le pétrole, sont majoritairement cotées en dollars. Autrement dit, le dollar structure la mécanique globale. Et ce statut donne un avantage immense aux États-Unis. Capacité d'influence financière, accès privilégié au financement, pouvoir indirect via les sanctions. Lorsqu'un pays dépend du dollar pour commercer, il dépend aussi du système financier américain. C'est une réalité technique, mais aussi géopolitique. Alors pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'un poids du dollar en question? Parce que plusieurs signaux émergent. Pas un effondrement, pas une disparition, mais une diversification progressive. Des accords bilatéraux en monnaie locale, des échanges énergétiques hors dollar, des systèmes de paiement alternatifs, des banques de développement régionales. Ce ne sont pas encore des alternatives globales, mais ce sont des fissures dans l'exclusivité. Il faut être précis, le dollar reste dominant, très dominant. Il représente encore la majorité des réserves mondiales. Il structure les marchés financiers les plus liquides. Il inspire confiance. Et la confiance est la clé d'une monnaie internationale. Mais la tendance compte autant que le niveau. Ce qui change, c'est la logique. Certains États ne cherchent plus à remplacer le dollar. Ils cherchent à réduire leur dépendance. C'est différent. Ils veulent pouvoir commercer même en cas de tension politique. Ils veulent des options. Et en géoéconomie, avoir une option, c'est déjà un pouvoir. Il y a aussi une dimension psychologique. Pendant longtemps, le dollar semblait incontournable. Aujourd'hui,
L'idée qu'il puisse être contourné partiellement devient crédible, et cette crédibilité modifie les comportements. Les acteurs anticipent, ils diversifient, ils testent, mais attention aux raccourcis. Mettre le dollar en question ne signifie pas qu'il est sur le point de s'effondrer. Le système financier mondial est profondément intégré aux États-Unis, les marchés américains restent centraux. La profondeur du capital américain reste inégalée. La confiance reste élevée, la vraie transformation est plus subtile. Moins d'unicité, plus de pluralité, moins d'exclusivité, plus d'alternatives, et dans un monde où un bloc de 30 000 milliards se structure en dehors du centre traditionnel. Chaque alternative renforce la multipolarité. Alors le poids du dollar est-il menacé? Pas directement, mais il est questionné. Et en géopolitique, quand un pilier est questionné, même sans s'effondrer, l'architecture globale commence à évoluer. Pendant des décennies, la mondialisation reposait sur une idée simple, un marché global, des chaînes d'approvisionnement intégrées, des flux ouverts, une interdépendance assumée. Mais aujourd'hui, le paysage change. Nous ne sommes plus dans une logique d'intégration totale. Nous entrons dans une logique de bloc. Un bloc, ce n'est pas une alliance ponctuelle, c'est une architecture, un espace économique structuré, avec ses règles, ses normes, ses priorités stratégiques, et surtout sa cohérence interne. Pourquoi cette évolution? Parce que l'interdépendance a montré ses fragilités. Crise financière, pandémie, conflits géopolitiques, sanctions économiques, chaque choc a révélé une vulnérabilité. Et face à la vulnérabilité, les États cherchent la protection. Un bloc, c'est une assurance collective, un marché intérieur suffisamment vaste pour absorber les chocs, des partenaires privilégiés, des règles communes, une coordination politique minimale. On ne supprime pas les échanges mondiaux, on les hiérarchise. Ce modèle change profondément la dynamique mondiale. Dans un monde totalement intégré, la règle est universelle. Dans un monde de blocs, la règle devient régionale. Normes technologiques différentes, standards industriels concurrents, régulations numériques divergentes. Celui qui fixe les standards au sein de son bloc gagne un avantage stratégique. Et quand un bloc atteint 30 000 milliards de dollars, il ne suit plus les normes. Il peut les imposer aux entreprises, aux partenaires commerciaux, aux pays qui souhaitent accéder à son marché. C'est un levier de puissance immense. Mais un monde de blocs a aussi ses risques. Moins d'uniformité, plus de compétition, plus de friction commerciale. Chaque bloc cherche à sécuriser ses ressources stratégiques. Énergie, technologie, matières premières critiques. Cela peut renforcer la résilience, mais aussi accroître la rivalité. Ce système est plus multipolaire, moins centralisé, plus stratégique. Et dans un monde multipolaire, l'équilibre repose sur la capacité des blocs à coopérer sans s'affronter. L'histoire montre que ces transitions sont délicates. Alors sommes-nous déjà dans un monde de blocs? Pas totalement. Mais la tendance est claire. Les alliances se densifient, les dépendances se recalibrent. Les stratégies nationales deviennent plus régionales. Ce n'est pas la fin de la mondialisation, c'est sa transformation. Une mondialisation fragmentée, structurée autour de pôles puissants, et dans ce nouvel équilibre, la question n'est plus seulement qui domine, mais quels blocs survivront aux prochaines secousses. C'est la tentation du moment, parler d'exclusion, de mise à l'écart, de rupture. Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Soyons clairs. Les États-Unis restent aujourd'hui la première puissance économique mondiale en valeur nominale, la première puissance financière, le cœur du système monétaire international. Un acteur incontournable du commerce global, on n'efface pas cela en quelques accords régionaux. Alors pourquoi cette impression de marginalisation? Parce que pour la première fois depuis longtemps, des blocs atteignent une masse critique suffisante pour fonctionner sans dépendre directement de Washington. Ce n'est pas l'exclusion, c'est l'autonomisation des autres. Et la nuance est essentielle. Les États-Unis restent profondément intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, leurs entreprises sont présentes partout. Leurs marchés financiers attirent les capitaux du monde entier. Le dollar reste dominant. Mais l'influence relative peut évoluer. Et en géopolitique, la notion de relatif change tout. Exister sans dépendre totalement, ce n'est pas rompre, c'est réduire l'asymétrie. Pendant des décennies, beaucoup de pays avaient besoin d'accéder au marché américain pour prospérer. Aujourd'hui, certains blocs peuvent générer une croissance interne massive. Et cela modifie le rapport de force. Autre point crucial, les États-Unis participent eux-mêmes à des logiques de blocs, accords régionaux, alliances stratégiques, partenariats économiques renforcés. Nous ne sommes plus dans un monde centré sur un seul axe, mais dans un monde d'architecture multiple. Il faut aussi regarder la dimension politique. Un bloc structuré sans Washington peut être interprété comme un signal. Mais cela ne signifie pas isolement. Les relations commerciales continuent,
Les investissements circulent, les interdépendances demeurent profondes, l'économie mondiale n'est pas binaire. En réalité, le terme exclusion simplifie une dynamique beaucoup plus subtile. Ce qui est en jeu, ce n'est pas l'éjection des États-Unis, c'est la dilution de leur centralité absolue. Il reste un pilier, mais peut-être plus le seul pilier. Et c'est là que la transformation devient stratégique. Dans un système unipolaire, l'influence est claire. Dans un système multipolaire, l'influence devient négociée, partagée, contestée. Alors les États-Unis sont-ils vraiment exclus? Non, mais ils ne sont plus seuls au centre. Et dans un monde où plusieurs centres coexistent, chaque décision, chaque alliance, chaque accord peut faire basculer l'équilibre. Et c'est précisément cela qui rend cette recomposition aussi stratégique. Si un bloc de 30 000 milliards se consolide, alors les conséquences dépassent largement l'économie. On parle ici de stratégie globale, de pouvoir, d'influence. Première implication, le pouvoir de négociation. Un bloc de cette taille ne négocie pas. Il impose des conditions. Accès à son marché contre concession, normes techniques contre alignement réglementaire, partenariat contre loyauté stratégique. La taille devient un levier diplomatique. Deuxième implication, la fixation des standards. Dans l'économie moderne, celui qui fixe les normes contrôle le jeu, normes technologiques, régulation numérique, standards environnementaux, règles commerciales. Si un bloc impose ses standards à l'intérieur de son espace économique, les entreprises du monde entier doivent s'y adapter pour y accéder. Et cela crée une influence indirecte massive. Troisième implication, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Un bloc structuré peut internaliser certaines ressources stratégiques. Énergie, semi-conducteurs, matières premières critiques, industries clés. Cela réduit la dépendance extérieure, mais cela peut aussi fragmenter davantage le commerce mondial. Quatrième implication, le rééquilibrage financier. Si ce bloc développe des mécanismes de paiement alternatifs, des institutions financières renforcées, des échanges en monnaie locale, alors l'architecture financière mondiale devient plus pluraliste, moins centrée, plus concurrentielle. Et la concurrence entre architectures crée une tension permanente. Cinquième implication, l'attraction géopolitique. Un bloc puissant attire. Des pays intermédiaires cherchent à s'y associer, à bénéficier de son marché, à sécuriser leurs exportations. Progressivement, cela redessine les alliances. Et quand les alliances économiques évoluent, les alliances politiques suivent souvent. Mais il y a aussi un risque. Un monde structuré en blocs puissants peut devenir plus stable à l'intérieur et plus instable entre les blocs. Moins d'interdépendance globale, plus de rivalité stratégique, plus de concurrence normative. La logique change. On ne cherche plus seulement l'efficacité économique, on cherche la résilience stratégique, la sécurité, l'autonomie. Et cette logique transforme la mondialisation en compétition structurée. Enfin, il y a une implication symbolique. Pendant des décennies, la puissance économique mondiale semblait hiérarchisée. Aujourd'hui, si plusieurs pôles atteignent une masse comparable, l'équilibre devient horizontal, négocié, contesté. Les implications stratégiques ne sont donc pas immédiates. Elles sont progressives, mais profondes. Et lorsque les équilibres économiques changent, l'histoire montre que les équilibres politiques suivent, lentement, mais inexorablement. Et c'est précisément ce qui rend ce bloc de 30 000 milliards si stratégique. Ce n'est pas un chiffre, c'est un signal de transformation du système mondial. C'est la question, la vraie. Sommes-nous face à un simple ajustement économique ou à un basculement de l'ordre mondial? Un tournant historique ne s'annonce pas toujours avec fracas. Il ne commence pas forcément par une crise spectaculaire. Souvent, il s'installe, silencieusement, accord après accord, décision après décision, jusqu'au moment où l'on réalise que le centre de gravité n'est plus le même. Regardons l'histoire. Après 1945, un nouvel ordre économique émerge. Institutions financières internationales, domination du dollar, leadership américain incontesté. Ce modèle a structuré la planète pendant des décennies, mais aucun ordre n'est éternel. Ils évoluent, se transforment, se rééquilibrent. Aujourd'hui, que voyons-nous? Des blocs économiques qui atteignent une masse critique, des alternatives financières qui se développent, des alliances régionales qui se renforcent, une multipolarité assumée. Ce ne sont pas des ruptures brutales, mais ce sont des signaux. Un tournant historique, ce n'est pas forcément la chute d'un pilier, c'est l'apparition d'autres piliers. Ce n'est pas l'effondrement d'une puissance, c'est la montée simultanée de plusieurs centres, et quand plusieurs centres coexistent, l'équilibre mondial change. Mais attention à l'exagération. Le dollar reste dominant, les États-Unis restent centraux, les institutions internationales fonctionnent encore. Nous ne sommes pas dans un effondrement, nous sommes dans une transition.
Et les transitions sont longues, complexes, ambiguës. La vraie transformation est peut-être psychologique. Pendant des décennies, l'ordre semblait figé. Aujourd'hui, l'idée même d'alternative devient crédible. Et en géopolitique, la crédibilité précède souvent la réalité. Quand les acteurs commencent à croire qu'un nouvel équilibre est possible, ils agissent en conséquence et ces actions accélèrent le changement. Alors, tournant historique? Peut-être pas encore, mais nous sommes clairement dans une phase de reconfiguration. Une phase où les rapports de force se redessinent, où les dépendances se recalibrent, où les blocs prennent forme. Les tournants historiques ne se reconnaissent pleinement qu'après coup. Mais certains moments laissent une impression particulière, une impression de bascule lente, de déplacement progressif, de transformation structurelle. La question n'est donc pas seulement « sommes-nous déjà dans un nouvel ordre ?», mais plutôt « à quel moment réaliserons-nous que l'ancien a cessé d'être unique ?» Et si ce bloc de 30 000 milliards n'est pas une rupture spectaculaire, il pourrait bien être l'un des marqueurs d'une transition majeure, silencieuse, mais stratégique et potentiellement historique. Un bloc de 30 000 milliards qui se structure sans les États-Unis, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un slogan, c'est un signal. Un signal que le monde cherche des équilibres alternatifs, que la puissance économique devient plurielle, et que l'ère de l'hyperdomination incontestée pourrait évoluer vers un système plus fragmenté. La vraie question n'est donc pas « les États-Unis sont-ils exclus ?», mais plutôt « sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle architecture du pouvoir mondial ?» Et si oui, qui imposera les règles du jeu ?